Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Rencontre. Avant d'embrasser le tumulte des stades, mon invité a longtemps écouté le battement de cœur des entreprises. Dans le silence feutré d'abord du monde de la finance et puis des ressources humaines, elle s'est faite architecte des destins, apprenant à lire entre les lignes des ambitions, à accorder les talents et à fortifier les structures de l'ombre. Puis, en 2018, le destin a changé de rythme. Un point d'inflexion majeur l'a projeté vers la haute performance du sport d'élite. Elle est aujourd'hui la première femme arabe à avoir dirigé les opérations d'un club de football de première division au Moyen-Orient. Orchestrant le football, le basketball ou le volleyball, elle a su insuffler la rigueur corporative à la ferveur athlétique, scellant notamment l'alliance historique entre l'académie du club et le réseau mondial de Manchester City. Et alors que l'horizon de 2026 se dessine, son regard est déjà tourné vers demain. En tant qu'entrepreneur, Hind Nzri s'apprête à offrir à la jeunesse du monde arabe une nouvelle scène, un espace digital où le sport et la création ne font qu'un. Hind Nzri, c'est un plaisir de vous avoir comme invité ce soir, d'aller à votre rencontre et de vous présenter à notre cher public. Merci de me recevoir, c'est vraiment un honneur aussi d'être ici et de pouvoir partager mon parcours, certes atypique, mais qui, je pense, pourrait insuffler beaucoup d'espoir, surtout, j'allais dire, à la communauté féminine, comme quoi c'est possible aussi de réussir dans un domaine et un monde dominemment, on va dire, par les hommes. Un monde dominé par les hommes. Donc, le parcours, nous allons revenir sur les points d'inflexion de votre parcours. Le parcours d'une femme forte, une femme résiliente, une femme de sport aujourd'hui. Mais tout commence à l'enfance. Racontez-nous un petit peu votre environnement familial, les villes où vous avez grandi, parce que vous êtes un petit peu nomade, vous l'avez toujours été. Parlez-nous donc de cette belle enfance qu'est la vôtre. Oui, donc je pense à l'instar de notre Ibn Battuta, je pense que je suis vraiment l'exemple parfait. Donc, je suis l'aînée d'une fratrie de 3, née à Tanger, d'une maman tangéroise. Et nous avons vécu 5 ans à Tanger, puis de par le travail de mon père qui est banquier, nous avons voyagé et été mutés à Casablanca. Par la suite, pendant presque 11 ans pour eux, 7 ans pour moi à Agadir, donc une autre culture. Et là, avec la particularité où nous avons vécu aussi pendant 7 ans dans un hôtel. Encore une fois, une vie assez atypique pour, j'allais dire, une jeune fille, très vite exposée aux langues étrangères, à des profils étrangers, etc. Et donc j'ai fini mon collège comme j'ai fait le cursus français de la mission culturelle française. Il n'y avait pas le lycée, donc c'est pour ça que je me suis retrouvée à 14 ans, très tôt et très jeune, quitter le cocon familial pour venir à Casablanca, au lycée Lyautey. Est-ce que c'était dur à ce moment-là ? C'était dur dans un sens de l'éloignement de la famille. À cette époque-là, on n'était que moi et mon frère. Mais je pense que mon père, qui a été un mentor aussi tout au long de ma vie, m'avait déjà préparée à toujours compter sur moi-même et à être indépendante. Donc très vite, je me suis prise en main, d'autant plus que cet été-là où je devais m'installer à Casa, malheureusement, nous avions perdu ma grand-mère. Et donc, je me suis retrouvée uniquement avec mon grand-père. Donc, il n'était pas chose facile à l'époque. Mais je pense déterminée de vouloir prendre mon destin en main. J'ai eu, alhamdoulilah, mon bac en poche. Et j'ai suivi un peu le chemin de papa qui est banquier pour faire des études de finance. Et c'est là où je me suis dirigée vers la France, où j'ai fait une prépa HEC, puis une école de commerce. Et j'ai choisi délibérément, peut-être parce que j'ai été très tôt exposée à la langue anglaise, de faire une école de commerce qui était bilingue, donc en français et en anglais. Et donc j'ai étudié tout ce qui est finance de marché. Donc un choix qui s'est fait plus académique, de manière naturelle. Vous avez essayé de suivre un petit peu les traces de votre père. Est-ce que pour vous, votre père était une source d'inspiration ? Était une source d'inspiration et je pense que très vite aussi j'avais compris, alors que j'allais dire 80% des jeunes filles qui étaient
en fait, avec moi au lycée, avait plus choisi à l'époque les fonctions qui étaient en poupe, j'allais dire, comme le marketing, la communication, etc. Et moi, je trouvais ça quand même assez abstrait. Je voulais quelque chose qui était concret, qui pouvait aussi me permettre d'asseoir une certaine assise professionnelle. Et si demain, je voulais rentrer dans l'entrepreneuriat, j'avais aussi déjà ce bagage derrière moi. Et c'est comme ça que s'est fait naturellement le choix de la spécialité. Le choix des chiffres palpables. Exactement. Donc, mais vous le disiez tout à l'heure, vous êtes l'aîné d'une fratrie de 3. Vous avez toujours été attiré par le sport? On va dire que j'ai toujours été attirée par tout ce qui n'était pas fille. Alors déjà très vite, il faut le savoir, dès l'âge de 14 ans, j'ai convaincu à ma manière mon père d'acheter une moto. Donc je suis motarde. Aujourd'hui, je viens de fêter il y a quelques jours mes 50 ans. Je suis encore motarde. C'est vraiment aussi une passion. Et je pense que... Vous avez fait la traversée du désert? Je ne l'ai pas faite. Par contre, je suis plutôt ce qu'on appelle un solo driver. J'aime en fait me ressourcer durant de longues balades, que ce soit à travers, j'allais dire, des déserts ou tout simplement faire de la route, comme on dit. M'asseoir en face de la mer avec ma moto me permet aussi de beaucoup réfléchir et de travailler en fait introspectivement sur ce que je veux, ce que j'ai fait, avoir aussi tirer des leçons, j'allais dire. Donc pour revenir à votre question, j'ai toujours été un peu, on va dire, le garçon manqué. J'ai fait du water polo à un niveau professionnel. Je jouais au foot dans la rue avec les garçons du quartier. Et toute la famille paternelle était pro-Raja. Bon, moi, j'ai grandi plutôt pro-Wydad, pour ne rien vous cacher. Et le foot a toujours été pour moi ce sport très noble qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de couleur d'argent, ni de caste, et qui permet de fédérer, en fait, les jeunes, les nations. Et on le voit encore aujourd'hui à l'heure de la Coupe du Monde. Un sport fédérateur. Avant d'arriver à votre carrière sportive, on va dire, en tout cas liée au sport, aux jeunes talents, donc vous étiez dans la finance dans les années 2000. Effectivement. Donc, une fois le diplôme en poche, donc j'ai fait un double diplôme. J'ai étudié en France, mais j'ai eu la possibilité de faire aussi un échange universitaire à Fordham University à New York. Et le diplôme en poche, je suis aussi de ceux qui, à l'époque, étaient, on va dire, appelés... on m'avait demandé, en fait, pourquoi tu ne veux pas rester en France comme tous ceux qui ont fait leur étude en France et au moins avoir un deuxième passeport. Et je pense que ça, c'est aussi le côté très nationaliste, j'allais dire, que j'ai en moi. Je me suis dit que non. C'est pour si quelqu'un fait de bonnes études et a une bonne situation, je ne pense pas avoir besoin un jour d'un passeport. Et aujourd'hui, je suis encore fière d'avoir toujours vécu par ces principes-là. Et j'ai vécu dans assez de pays, on en parlera peut-être tout à l'heure, pour avoir un autre passeport. Mais j'ai toujours tenu à mon passeport vert. Mon passeport vert était vraiment mon laissez-passer pour le tout, parce que c'était ma carrière et ce que j'offrais en fait aux gens qui parlaient et non pas la couleur de mon passeport. Donc je suis rentrée au Maroc, j'ai travaillé à la salle des marchés de la BMCI, donc en continuité avec mes études. Ça s'est très bien passé. C'est là où j'ai appris à comment travailler sous la pression, comme quoi l'analyse des datas est très importante. Une donnée incomplète peut faire un mauvais deal peut faire une grosse perte. Donc tous ces principes, j'allais dire, de business ont été très vite appris. Donc on est en train de parler à l'âge de 23 ans. Mais après avoir fait le tour, après presque une année, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça ce que tu veux faire, Hind ? Et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais plus une personne amenée à vouloir gérer l'humain et le capital humain. Donc faire parler peut-être des chiffres et pour le business et travailler avec des humains plutôt qu'être avec 12 en fait, écrans et faire des deals et faire en fait des transactions sur la salle des marchés. Alors vous avez travaillé dans les ressources humaines. Voilà, et c'est comme ça que ma carrière a commencé avec une entreprise anglo-néerlandaise, donc Unilever. Donc c'est ce que j'appelle vraiment une entreprise qui m'a formée vraiment du B à bas. J'avais, on va dire, la base financière parce que j'ai fait un master en finance et en RH, donc j'avais une certaine base. Vous y êtes resté 18 ans, entre 2000 et 2018. Voilà, donc je suis restée 18 ans, mais
très vite, après 2 ans au Maroc, on m'a envoyée en expatriation en Algérie, où, encore une fois, j'ai été jetée dans un pays, en fait, dans le sens où il n'y avait presque rien. C'est une usine qu'il fallait construire de zéro, recruter, en fait, presque 1500 employés dans un marché très difficile. On est en train de parler en 2003-2004. L'Algérie sortait encore un peu de ses problèmes en interne. Mais c'était une expérience vraiment très, très belle et qui m'a, en fait, permis encore plus d'avancer dans ma fonction RH et aussi dans ma carrière internationale, parce que la décision a été prise aussi fin 2003 de m'envoyer pendant 14 mois au siège à Londres. Et c'est là où j'ai eu la chance de travailler vraiment avec les experts en matière de ressources humaines et où j'ai pris, comme on dit, vraiment la piqûre de la carrière internationale. Donc je suis rentrée vers fin 2004 au Maroc. Je suis restée encore 6 mois au Maroc. Et il faut savoir que mes parents étaient expatriés déjà depuis 2005 eux-mêmes. Donc, Suisse, au Sénégal. Mes parents sont restés 19 ans, en fait, d'un premier passage en Suisse, après Sénégal 5 ans et presque 11 ans au Congo-Brazzaville. Donc, ils étaient à Brazzaville et au Pointe-Noire. Mon père a poursuivi sa carrière de banquier international. Et je me suis dit, bon, vu qu'ils ne sont pas au Maroc, pourquoi pas aussi continuer aussi mon ascension de carrière internationale, ce qui m'a porté vers les Émirats. Je me suis dit, c'est encore un Eldorado, ils se construisent, donc pourquoi pas aussi aller faire mes armes. Et c'est là où j'ai déposé valise à Dubaï en 2005. Je pensais que ça allait être 2-3 ans. 21 ans plus tard, j'y suis encore. J'y suis encore et j'ai travaillé vraiment avec des entreprises très belles, que ce soit Barclays Bank ou Takeda Pharmaceutical. J'ai essayé aussi de joindre ce qu'on appelle une des Big Four, qui a été Pricewaterhouse, et principalement en mission RH. Et lors de ma dernière mission avec eux, donc c'était en 2018, fin 2018. C'est là où le plus important pour une réflexion. Donc c'est le déclencheur un peu, et le deuxième déclencheur de carrière qui a fait un pivot de presque 360 degrés. J'ai été dépêchée vers un des clubs qui fait partie du groupe CFG. Donc CFG, c'est City Football Group, qui n'est autre que le groupe qui détient Manchester City, aussi Palermo, Girona, FC New York et tant d'autres, plus 24 académies à travers le monde. Et là, ma mission était vraiment de 4 mois, de pouvoir supporter le groupe CEO, de restructurer tout le club. Donc voilà, c'est des photos un peu qu'on voit de moi à l'œuvre pendant mon mandat à Al Jazeera. Et donc, dès 4 mois, en fait, ça s'est très bien passé et je me suis vue proposer un poste de groupe directrice de ressources humaines, sachant que le groupe, on était dans l'immobilier, dans le sport, donc pas uniquement le foot. On était dans le foot, le basket, le volley, le handball et le jiu-jitsu. Et très vite, vraiment, je suis rentrée dans le sport et dans le management du sport. Et donc là, quand je dis le management du sport, on parle des achats. Donc être expert de l'achat d'un gazon, d'un ballon, faire l'accompagnement des joueurs comme on ferait l'accompagnement de jeunes talents dans une entreprise. Et puis, on a eu un événement qui m'a encore plus propulsée. C'est le départ un peu précipité du directeur des opérations sportives qui m'a permis en fait de le remplacer. J'ai pris le pari avec mon CEO de dire « Ok, je ne viens pas d'un background sport, mais j'ai la passion du sport, j'ai la passion du foot. » Et on était mis devant un fait accompli, c'est qu'on est en plein Corona, fin 2021. Les Émirats ont accepté de la part de FIFA d'organiser la Coupe du Monde des clubs. On détenait le plus grand stade de foot aux Émirats et on n'avait pas le temps de remplacer ce directeur des opérations sportives. Et j'ai dit à mon CEO, est-ce que tu es prêt à prendre le pari avec moi? Il me dit, bon, c'est un pari très osé, mais j'ai confiance. Et c'est comme ça, en fait, où ma carrière a complètement changé. Et là, je me suis retrouvée propulsée à travailler avec les fédérations, avec la FIFA. Nous avons organisé le dernier match amical Argentine-Émirats. Donc, travailler avec un Messi, travailler avec un Ronaldo. Donc, on n'est plus en train d'être passionné de football. On est en train de gérer des grands noms. On est en train de gérer la pression, les protocoles,
les éléments de sécurité. Et c'est là où vraiment la piqûre a prise. Et c'est là où je me suis dit aussi, je voudrais vraiment avoir un impact. Je suis une femme. Qu'est-ce que pourrait faire une femme dans un monde de sport? Et je pense que fait de mieux, c'est développer les jeunes. Et c'est là où j'ai pris un projet encore plus à cœur. On m'a donné la gestion de la transformation de l'académie de Al Jazeera et de la transformer en Manchester City Academy. Et c'est là, en fait, on a pu voir les photos défilées où j'ai reçu l'équipe expert de Manchester City, où c'était un projet de 6 mois de transformation totale. Et c'est là, en fait, on parle pas uniquement du côté technique, qui n'était pas du tout et qui n'est pas du tout mon domaine. Moi, c'est tout ce qui se fait en dehors du terrain. C'est la préparation mentale des jeunes. C'est la résilience. C'est les préparer à comment gérer aussi leur fortune demain, quand ils signeront leur premier contrat. Comment gérer le temps d'une blessure quand on est en dehors d'un terrain et en dehors de ses coéquipiers. Et c'est vraiment ce travail que je faisais dans les ressources humaines pour les employés que j'ai transcendé en fait au niveau académie footballistique pour les jeunes. Et alhamdoulilah, j'ai eu la chance d'avoir et à gérer des joueurs marocains. Donc un jeune qui est Mohamed Rabia, que nous avons ramené du Wydad à l'âge de 15 ans, et qui s'est propulsé pour signer son premier contrat avec nous professionnels à l'âge de 17 ans. Et aujourd'hui, en 2022, il a eu sa Golden Visa. Et en 2024, il est devenu citoyen émirati et il joue pour l'équipe nationale émirati. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis vraiment fière, je perds mes mots, j'allais dire proud en anglais. J'ai eu aussi Ashraf Bencharqi, que nous avons recruté aussi de l'Ahli, qui est un joueur marocain qu'on voit aujourd'hui là sous l'écran, qui est venu, qui a joué toute une saison. Et ça a toujours été une fierté, que ce soit pour les joueurs, de trouver une Marocaine au sein d'un club de première division pour gérer leur quotidien et moi-même de aussi porter les couleurs de mon pays à travers les joueurs qui ont joué dans le club. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un univers qui est dominé en tout cas par les hommes. Donc comment vous vous êtes sentie tout au long de ce parcours, tout au long de ces challenges finalement? Et puis, vous avez été la première femme arabe à diriger les opérations d'un club de première division. Au-delà de ce symbole, quel était votre premier grand combat sur le terrain, finalement? Sur le terrain, je pense que déjà, ce qui est bien... Pour imposer votre vision. Déjà. Exactement. Déjà, c'était déjà bien que la majorité des employés dans le club me connaissaient déjà en tant que la DRH du groupe. Donc, c'était déjà un visage familier. Par contre, le premier challenge, c'était les joueurs qui ont un esprit assez macho, j'allais dire, de m'accepter sur la pelouse. Parce que là, ce n'était plus la Hind qui gérait leur quotidien d'employés, même qu'ils soient joueurs, mais c'est de gestionnaires de leur quotidien sportif. Et avoir une femme sur une pelouse n'était pas en fait une chose facile, mais je pense que c'est tout ce que j'ai acquis dans le monde corporate de ma capacité de changer en fait et de supporter le changement dans le monde des entreprises, c'est ce qui m'a en fait aidé à le faire. Donc ça a été par des workshops, ça a été par aussi utiliser quels sont mes alliés au sein de l'équipe qui pourraient faciliter justement avec ceux qui faisaient vraiment blocus parce qu'il y en a eu certains. Et comment on gère cette pression justement quand déjà au moment de la prise de décision, vous le disiez tout à l'heure, à un certain moment quand vous parliez à votre CEO, vous disiez est-ce qu'on prend ce pari? Donc c'est des décisions qui sont tout de même assez difficiles, challengeantes, dans un contexte inhabituel pour vous. Donc qu'est-ce qui fait qu'on continue d'avancer? Est-ce qu'à certains moments, vous avez eu des moments de doute? Vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je pense qu'il y a toujours des moments de doute. Et vous m'avez demandé tout à l'heure, est-ce que mon père a été aussi ce mentor? Définitivement, il a été un mentor, mais... Pour moi, si vous vous demandez quelle est la personne qui vous a le plus influencé, qui vous a guidé, qui continue à vous guider, elle n'est plus de ce monde malheureusement, mais c'est ma grand-mère. C'est une Tangéroise analphabète qui a aussi, j'allais dire, complètement brisé les tabous très jeune. Elle était une des premières Marocaines à conduire une voiture, donc on est en train de parler vers les débuts des années 50.
qui s'habillait vraiment à la moderne, qui a toujours travaillé et élevé ses 8 enfants seule, et qui m'a insufflé, parce que comme je vous l'avais dit, j'avais quitté le cocon familial à 14 ans pour venir ici. Donc là, je parle de ma grand-mère maternelle, et qui m'a toujours dit, écoute, la vie ne sera pas semée en fait que de choses faciles. Ton chemin sera toujours semé d'embûches. Vis de tes passions. Vis comme si demain était ton dernier jour. Et je pense que ça a toujours été mon motto. Et à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'au pire, si ça n'avait pas marché, si mon CEO m'aurait dit non, ainsi soit-il, je serais restée dans mon poste de DRH, mais le fait d'avoir osé, et je suis quelqu'un qui ose, voilà, et le fait d'avoir osé, parce que je vais au bout de mes rêves, parce que je suis conduite aussi par une passion et une volonté de changer, de vouloir impacter. Et je pense que quand on est en fait drivé par ces choses-là, la peur devient vraiment minime. En tout cas, pour les 4 minutes qu'il nous reste, j'aimerais qu'on aborde un projet sur lequel vous êtes en train de travailler actuellement, une plateforme digitale portée par des créateurs de contenu. En quoi aujourd'hui le digital est-il le meilleur terrain pour émanciper, on va dire, la jeunesse du monde arabe, notamment dans cet univers sportif aujourd'hui? Voilà. Merci de me donner l'occasion et de terminer peut-être cette entrevue sur cette note. Donc ce qu'on voit aujourd'hui à l'écran, c'est mon bébé, c'est un projet que je porte avec 2 cofondateurs de la base de Dubaï et qui est parti d'une certaine réflexion de aujourd'hui le sport doit être beaucoup plus démocratisé et accessible. Nous vivons aussi dans une ère qui est complètement digitale, où la jeunesse de la région MENA, à presque 60%, c'est des jeunes en dessous de 35 ans qui consomment le sport complètement différemment. Nous commençons à le voir aujourd'hui et je pense que la Coupe du Monde actuelle commence à le démontrer. Il y a de moins en moins de jeunes dans les stades. Ils sont plus en fait attirés par tout ce qui est streaming et les formats digitaux. Et le prix aussi de l'accès du sport est devenu aussi pas vraiment accessible pour la jeunesse. Donc, pour avoir un impact beaucoup plus grand, nous avons pensé qu'il faut aussi que la région MENA peut-être se pose et se dise il faut arrêter peut-être que justement importer uniquement des concepts internationaux footballistiques ou sportifs et plutôt produire, parce que nous avons les talents dans toute la région MENA pour produire justement des concepts sportifs. Et aujourd'hui, notre projet s'appelle Phénoména et nous avons joué sur le nom pour dire Football in MENA. Tout simplement, c'est un nom qui va résonner partout, dans les 22 pays de la région. Et le principe, c'est mettre à jour un sport qui est en fait le plus vieux pratiqué dans le football, qui est le football en cage. Dans chaque quartier de rue, nous avons eu des enfants qui jouaient contre un mur ou qui mettaient 2 pierres et qui faisaient les goals, ou carrément justement avoir un football en cage comme on peut voir maintenant à l'écran. Mais ce sport n'a jamais eu de plateforme professionnelle et de compétition. Et on s'est dit, voilà, nous allons allier le sport digital avec le plus ancien football pratiqué, qui est le football en cage, et utiliser en fait les influenceurs et les célébrités pour porter ça à l'échelle de la MENA. Donc nous allons lancer notre ligue en fin 2026, d'abord aux Émirats pour la région Moyen-Orient, Inch'Allah pour en fait le 2e trimestre 2027 pour le Maroc. Donc c'est vraiment quelque chose aussi qui me porte à cœur parce que lancer un produit du Maroc pour la région MENA, il n'y a pas plus en fait sentiment de fierté que quelqu'un peut avoir. Merci à vous, Hind Nzri. C'est un plaisir d'aller à votre rencontre, de vous présenter au public, de découvrir ce beau parcours qu'est le vôtre. Merci. Un parcours qui devrait inspirer une jeunesse, notamment une jeunesse féminine. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci à vous. C'est la fin de rencontre pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine.